Les avalanches. Partout sur la planète, tant qu'il y a de la neige, aucune montagne n'est épargnée. Quand on regarde les images d'avalanche, quand on voit comme ça peut avancer, on conçoit que ça peut effectivement facilement écraser des bâtiments, détruire des murs, exploser des maisons. Si rien ne résiste à ces monstres de neige qui peuvent tout emporter sur leur passage, grâce à la science, on en sait aujourd'hui plus sur leur fonctionnement et leur puissance. Une avalanche, pas forcément très importante, peut exercer des pressions de 10 fois la pression équivalente à un cyclone. Selon le type de neige qui les compose, la météo et la pente, les avalanches peuvent prendre la forme d'un énorme nuage de poudre et atteindre des vitesses incroyables de plus de 300 km/h, la vitesse d'un TGV. Chargées d'humidité, elles sont plus lentes, mais exercent une pression à laquelle rien ne peut résister. C'est comme si sur une table qui fait 1 mètre par 1 mètre, vous mettiez 20 éléphants les uns sur les autres. Face à ces catastrophes, chercheurs et secouristes mettent en place des techniques pour prévoir et limiter les impacts des avalanches. Les scientifiques ont fait des découvertes incroyables et étonnantes. Les forêts freinent peu les avalanches. Au contraire, elles peuvent les rendre plus destructrices. Autre exemple, ils ont mesuré des différences de température de 20 degrés dans le même amoncellement de neige. Ces anomalies rendent les couches de neige particulièrement instables. Le risque avalanche est alors maximal. Nous allons vous montrer les étonnants mécanismes que la science a découverts sur ces forces de la nature encore pleines de mystères. Nous suivrons l'histoire de Xavier Delerue. En 2008, ce professionnel de la glisse, plusieurs fois champion du monde de snowboard, a réchappé de justesse à une avalanche que rien ne laissait prévoir. J'ai fait plus de 2 km dans l'avalanche, donc c'est un truc de fou, quoi. C'est le genre d'avalanche dont on ne survit pas. En Italie, nous verrons qu'une avalanche peut exercer des forces inimaginables. En janvier 2017, une de ces catastrophes a déplacé un hôtel de plusieurs dizaines de mètres et enseveli entièrement ce qui en restait. Alors on doit d'abord creuser dans la neige, car il y en a jusqu'à 5 mètres de haut. Nous découvrirons enfin que l'homme provoque parfois des avalanches pour s'en protéger. Une activité à haut risque qui a failli coûter la vie à un professionnel. C'était à la fin des années 80 en France, et nous verrons que c'est la neige qui aurait dû le tuer qui lui a finalement sauvé la vie. Sortir indemne d'une avalanche ayant été enseveli à plusieurs reprises relève du miracle. Si les scientifiques savent aujourd'hui qu'il est impossible d'empêcher toutes les avalanches, leur sera-t-il possible un jour de les prévoir? Pourra-t-on demain protéger les hommes de leurs impacts? Enfin, quel sera l'effet du réchauffement climatique sur ces déferlantes de neige particulièrement destructrices? Un bruit sourd dans la montagne, le sol qui se met à trembler, et tout à coup, des millions de tonnes de neige dévalent la pente. C'est parfois un mur compact, parfois un nuage de fumée blanche, mais il ne faut pas s'y tromper. Même quelques centimètres d'épaisseur de neige suffisent à vous emporter. J'ai des cas d'accidents en alpinisme, en couloir, où la plaque qui part, c'est 3-4 mètres de large, quoi. Sur quelques centimètres d'épaisseur, mais ça suffit pour faucher l'alpiniste et puis qu'il se retrouve en bas du couloir. Là où il y a des montagnes enneigées, il y a des avalanches. Et si on entend beaucoup parler des avalanches dans les Alpes, elles frappent partout sur la planète. On en recense près de 500 chaque année. Et ce sont les pays dont les montagnes appartiennent à la chaîne de l'Himalaya qui paient le plus lourd tribut, du Népal à l'Afghanistan, en passant par l'Inde. Les statistiques mesurées depuis un siècle sont implacables. C'est dans ce pays qu'il y a eu le plus de victimes d'avalanches. Elles sont responsables de 828 décès lors de plusieurs catastrophes géantes. L'altitude est bien sûr en cause, mais ce n'est pas la seule raison. De nombreuses personnes vivent éparpillées dans des endroits très difficiles d'accès, et les infrastructures de prévention et de secours sont très limitées. La deuxième chaîne de montagnes la plus touchée par les avalanches dans le monde se trouve en Europe.
ce sont les Alpes. Ainsi, le 23 février 1999, la station de sport d'hiver de Galtur, en Autriche, est victime d'une avalanche si énorme qu'elle sera surnommée le tsunami alpin. 170 000 tonnes de neige recouvrent la commune et emportent 40 personnes. En France, les avalanches sont en moyenne responsables de 30 décès par an, alors que le pays est l'un des plus fréquentés au monde pour ses pistes de ski. Des accidents ont lieu malheureusement, mais les chercheurs sont mobilisés pour éviter que les catastrophes du passé se reproduisent. Aujourd'hui, grâce à la science, les spécialistes en savent beaucoup plus sur ces phénomènes catastrophiques et sur ceux qui les déclenchent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une avalanche? Une avalanche de neige, c'est l'écoulement d'une masse de neige le long d'une pente. Le facteur principal, c'est la gravité, il faut une pente et de la neige. Le premier ingrédient, bien sûr, c'est la neige, qui se forme dans les nuages quand ceux-ci atteignent une certaine altitude et se refroidissent. Un phénomène bien connu des scientifiques qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord, les nuages. Les nuages sont en fait constitués de vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau sous forme gazeuse. Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les molécules d'eau sont plus légères que celles de l'air. Donc, quand elles forment des nuages, ces nuages s'élèvent dans le ciel. Et plus ils montent dans le ciel, plus ils se refroidissent. La vapeur d'eau qui les compose va alors se transformer grâce à un phénomène physique, la condensation. La condensation, c'est le passage de la matière de l'état gazeux à un état que l'on appelle condensé, c'est-à-dire soit liquide, soit solide. Dans l'atmosphère qui nous entoure, il y a la présence d'eau sous forme de gaz, on appelle ça de la vapeur d'eau. Et quand cette atmosphère se refroidit, cette vapeur d'eau va pouvoir passer de l'état gazeux à l'état liquide, ça donne de la pluie, ou de l'état gazeux à l'état solide, ça donne de la grêle ou de la neige. En refroidissant, la vapeur d'eau devient liquide. Et si la température du nuage descend en dessous de 0 degré, l'eau gèle. Pourtant, ce n'est pas encore tout à fait de la neige. L'eau, en gelant, est devenue solide sous forme de minuscules cristaux. Mais pour que ces cristaux se transforment en flocons de neige, il faut qu'ils puissent se fixer sur une petite particule, généralement de la poussière, du sable ou de la cendre. Grâce à ces points de fixation, les cristaux vont s'attacher les uns aux autres, tout en gardant un peu d'espace entre eux. C'est ce qui en fait de la neige, et non de la glace. Donc les deux constituants de base, c'est des grains de glace, si on peut dire, et de l'air. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un matériau poreux, c'est un peu comme une éponge. L'éponge, c'est de l'éponge et de l'air, et là, c'est pour la neige, c'est de la glace et de l'air. Les flocons de neige sont nés. Dès qu'ils sont assez lourds, ils vont tomber des nuages. Et c'est quand ils vont recouvrir les parois des montagnes par milliards que ces innocentes étoiles peuvent devenir un piège mortel. C'est en effet sur les sommets que la neige est la plus présente dans notre pays. Alors qu'on est plus proche du soleil en altitude qu'au niveau de la mer, comment expliquer ce phénomène? La réponse est inattendue. Ce n'est pas le soleil qui réchauffe l'air. En tout cas, pas directement. Les rayons du soleil ne réchauffent pas l'air, mais réchauffent le sol. Et c'est après le sol qui réchauffe l'air. Les rayons du soleil doivent rebondir sur le sol pour chauffer l'atmosphère. Donc, plus on est loin du sol, plus il fait froid. Cela explique que la température moyenne au sommet de l'Everest, dans l'Himalaya, est de moins 42 degrés à 8848 mètres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de neige en montagne. Les reliefs ont aussi une autre caractéristique qui en font le territoire des avalanches. De fortes pentes. À partir donc de 30 degrés, 28-30 degrés, là, il faut être particulièrement vigilant. D'après les études, la plupart des avalanches se déclenchent entre 30 et 45 degrés de pente. Et c'est ce genre de terrain qu'apprécient particulièrement les freeriders, qui privilégient les descentes hors des sentiers battus. Le gros en fait de l'accidentologie concerne les skieurs de randonnée, donc la randonnée à ski, et les skieurs hors piste, alors skieurs ou snowboarders. C'est plus de 80% des accidents d'avalanche. Et c'est bien loin des pistes que le champion Xavier Delerue a été victime d'une avalanche qui l'a déclenchée. C'était le 29 mars 2008. J'ai vu autour de moi tout le manteau neigeux qui a commencé à se fissurer. Donc en gros, partout où je regardais, je voyais tout qui partait en gros morceaux. Je me suis dit, waouh, là je suis vraiment dans la mouise.
L'avalanche qui a emporté Xavier faisait plusieurs centaines de mètres de large et a parcouru 2 kilomètres. Cela représente au minimum 20 000 tonnes de neige, 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Si Xavier est encore en vie aujourd'hui, c'est un véritable miracle. C'est un truc de fou, quoi. C'est le genre d'avalanche dont on ne survit pas. Alors comment des flocons inoffensifs tombés du ciel se transforment-ils en tueurs blancs? En fait, tout dépend de ce qui se passe une fois que la neige s'accumule au niveau du sol, formant ce que les scientifiques appellent le manteau neigeux. Le manteau neigeux, ce sont les différentes couches de neige qui vont s'accumuler tout au long de l'hiver. Il va neiger, ça va former une première couche de neige et tout au long de l'hiver, ça va continuer et la couche de neige qui est déposée au sol va s'épaissir. Chaque chute de neige va créer une nouvelle couche. Le manteau neigeux, c'est donc un gros millefeuille composé de couches de neige différentes et c'est cette hétérogénéité qui va être à l'origine des avalanches. Mais qu'est-ce qui explique ces différences? On pourrait se dire, la glace c'est dur, ça ne va pas bouger s'il fait pas en dessous de 0 degré, s'il fait froid. Mais en fait, pas du tout. Ces cristaux ils vont constamment se transformer durant tout l'hiver. La première cause de transformation des cristaux, c'est le vent. Celui-ci va transporter les flocons très légers et les briser en petits grains. Vient ensuite la seconde cause de transformation, la température qui règne dans le manteau neigeux. Et c'est là que la neige va devenir soit une couche sans danger pour les skieurs, soit la base d'une terrible avalanche. Premier cas de figure, la température en dessous de 0 degré est homogène de bas en haut. Les flocons brisés ont la forme de petits grains et de nombreuses surfaces pour s'accrocher les uns aux autres. On va vers ce qu'on appelle des grains fins, des tout petits grains qui sont soudés les uns aux autres. C'est de la neige sèche, il n'y a pas d'eau liquide et il y a un petit pont de glace qui se forme entre les deux grains. Et donc on a un manteau neigeux avec une structure plutôt solide. Les grains qui se sont arrondis à force de se briser vont se souder entre eux, jusqu'à créer une couche ayant une forte cohésion. Le danger d'avalanche est écarté. Deuxième cas de figure, la température est très différente entre le bas et le haut du manteau neigeux. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, sous la neige, il fait moins froid qu'au-dessus. La neige, on le sait également, est un matériau isolant. Quand on se perd en montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un igloo pour se protéger et pour pouvoir se réchauffer. Et bien là, il va se passer la même chose. Le pouvoir isolant de la neige, mais aussi la chaleur qui vient du centre de la Terre, vont garder au chaud les couches les plus basses. À l'inverse, la neige à la surface peut descendre jusqu'à moins 20 degrés durant la nuit ou s'il y a du vent, car rien ne la protège du froid. La neige qui est à la surface, en fait, elle rayonne énormément. Elle perd beaucoup d'énergie. C'est comme si vous sortiez sans vêtements ou en t-shirt en plein hiver. Vous sentez que vous perdez toutes vos calories. Et là, c'est pareil, la neige qui est en surface, elle perd toutes ses calories. 0 à 1 degré à la base, moins 20 degrés à la surface. Cette très forte amplitude de température va entraîner une transformation des molécules d'eau qui composent la neige, ce que les physiciens appellent la sublimation. Alors le processus de sublimation, c'est simplement l'évaporation des molécules d'H2O, d'eau, mais qui sont sous forme de glace. C'est-à-dire c'est la glace qui s'évapore et qui devient vapeur d'eau. À cause de la chaleur du sol, les molécules d'eau de la neige la plus basse vont passer de l'état solide, la glace, à l'état gazeux, la vapeur d'eau, sans passer par l'état liquide. Cette vapeur va s'élever, et comme la neige au-dessus est beaucoup plus froide, la vapeur se refroidit, se condense, et vient se déposer sur les grains de neige déjà présents. Le grain au-dessus va grossir sous forme pyramidale et deux grains de ce type-là ne sont jamais solidarisés entre eux. Il n'y a pas de petits ponts de glace et donc ça fait comme des petites billes et c'est un manteau neigeux très instable. Avec la différence de température, les grains en haut de la couche grossissent. Il y en a donc moins, et moins il y en a, moins il peut y avoir de points de contact. Les plus gros sont appelés gobelets par les scientifiques. Et ils sont particulièrement dangereux. Si on prend une couche de neige de gobelet, on essaye d'en faire une boule de neige, ça ne marche pas. Et donc du coup, quand il neige par-dessus, comme ils ne se tiennent déjà pas entre eux, ils n'arrivent pas non plus à tenir la neige qui va les surcharger. Et donc c'est eux qui font le rôle de couche fragile, le rôle de roulement à billes si on veut. Les conditions pour qu'une avalanche se déclenche sont réunies. La couche de neige est devenue très fragile. Il suffit qu'une nouvelle couche vienne se poser par-dessus pour que le piège soit prêt à se refermer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Xavier Delerue.
C'est dans les Alpes que ce snowboarder a failli perdre la vie début 2008. Et plus précisément en Suisse, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est du Mont Blanc, sur la face nord d'un sommet dénommé le Châtelet. On avait fait une première journée où tout s'était quand même super bien passé. On a eu des conditions stables, on n'avait rien qui avait bougé. C'était plutôt idéal. En ce début d'après-midi, la météo est au beau fixe. Un grand soleil règne sur le sommet de cette crête enneigée. Xavier s'apprête à surfer sur un terrain non balisé, loin des sentiers battus. C'est normal pour lui, c'est son métier. Et toute une équipe a été mobilisée pour l'événement. L'hélicoptère est là, il est équipé, il a tout ce qu'il faut. Dans le contexte, il y a tout ce qu'il faut si jamais il y a un accident. Mais bon, ça n'empêchera pas l'avalanche de partir. D'autant que grisé par les conditions, Xavier va faire une erreur aux conséquences catastrophiques. J'ai vu cette pente sur le côté qui avait une belle lumière qui me paraissait bien. Et je me suis dit, allez, il faut qu'on aille faire cette dernière vite fait. Elle est facile, donc pas besoin de prendre notre procédure pour l'analyser, etc. On y va. Pourtant, pour les spécialistes, la façon dont la neige repose sur la crête montre qu'il y a eu beaucoup de vent. Et le vent est l'un des meilleurs alliés des avalanches. Le transport de vent, c'est quelque chose d'extraordinaire qui, en quelques heures, peut vous changer complètement la physionomie d'un terrain. La première couche de neige tombée s'est transformée pour devenir une couche sans aucune cohésion. Un véritable tapis roulant constitué de millions de billes minuscules. Si une nouvelle couche plus dense vient se former dessus, une avalanche peut se déclencher à tout moment. Et c'est le vent qui est généralement responsable de la formation de cette nouvelle couche. C'est-à-dire que le vent a une capacité, à partir d'une certaine vitesse, en fonction du type de neige, du type de grain de neige, à transporter une grosse quantité de neige et la redistribuer, la porter sur une zone particulière. Le vent peut très bien doubler, tripler la quantité de neige sur une zone de départ particulière par rapport à la chute de neige initiale. Le vent peut facilement accumuler une grande quantité de neige. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi une action sur la forme des flocons en les brisant en petits grains. Plus il est fort, plus les grains sont petits. Comme les scientifiques l'ont déterminé, plus ces grains sont petits, plus ils vont se souder les uns aux autres. Cette nouvelle couche va alors gagner en cohésion et former une plaque. Si la cohésion est forte, c'est ce que les spécialistes appellent une plaque à vent. Dans une avalanche, elle est facilement identifiable car elle se déplace en gros blocs. Si la cohésion est moyenne, c'est une plaque friable. C'est peut-être la plus dangereuse pour le skieur, car rien ne permet de la repérer avant qu'elle ne se décroche. Le problème des plaques friables, c'est qu'on ne peut pas les détecter. Parce que les plaques friables, ça a l'apparence de poudreuse, mais ça se comporte comme une plaque parce qu'il y a quand même de la cohésion suffisante pour que s'il y a un effondrement de la couche fragile qui est en dessous et qu'elle s'est propagée, eh ben, il y ait une masse de neige suffisamment étendue horizontalement pour que ça soit non pas ponctuellement quelques mètres carrés qui partent en avalanche, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres carrés. C'est exactement ce qui s'est passé pour le snowboarder. Il y a une première poche qui est partie qui m'a vachement surpris. Donc c'était une plaque d'à peu près une vingtaine de mètres de diamètre. À peine a-t-il commencé sa descente que la paroi sous Xavier se détache. Il a suffi des 80 kilos de Xavier et de son matériel pour que la plaque se décroche. Comment cela s'est-il passé? En passant sur la plaque friable, Xavier a ajouté une surcharge qui s'applique sur une toute petite surface, la taille du snowboard, soit moins de 1 mètre carré. On pourrait croire que plus cette surface est petite, moins le danger est grand. En fait, c'est le contraire. Le poids d'un skieur, ponctuellement, sur une surface faible, peut déclencher une avalanche, alors qu'une chute de neige importante sur toute une surface ne va pas déclencher l'avalanche. Au même endroit, le skieur va la déclencher. C'est une histoire de contrainte, en fait. C'est qu'il va exercer une force équivalente, mais sur une surface beaucoup plus réduite. La force exercée par le poids de Xavier va être concentrée et donc démultipliée. Elle va se propager verticalement dans le manteau neigeux pour atteindre la couche fragile. Cela va déstabiliser cette couche et la rendre instable. La plaque friable, juste au-dessus, va alors se fissurer et tout un pan va partir en emportant le snowboarder. Soudainement, la plaque, elle n'a plus son accroche dessous elle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle essaye de s'accrocher autour d'elle, donc ancrage aux ancrages latéraux et à la neige qui est au-dessus. Donc elle va tirer très fort sur le reste du manteau neigeux. Cette traction va devenir trop forte pour la neige qui est tout en haut et une rupture va se produire
à l'endroit le plus faible. Et cette rupture locale, un peu comme une fermeture éclair que vous ouvrez, elle va se propager. La plaque se détache. Elle n'a pas l'air énorme, moins de 20 mètres carrés. En professionnel de la montagne extrême, Xavier n'est d'abord pas très inquiet et pense pouvoir prendre la plaque de vitesse. La manœuvre est déjà un exploit, car les plaques friables peuvent être composées de neige assez légère et donc glisser très rapidement. Quand même une petite plaque part, c'est quand même déjà du poids. C'est de la vitesse, ça va très vite. Une avalanche de plaques, vous pouvez avoir des vitesses de l'ordre de 200 km/h. Heureusement, la petite plaque composée de neige humide va beaucoup moins vite. Mais tout à coup, une autre plaque énorme va se détacher. C'est toute l'arête qui se met en mouvement. Toute cette pente du haut, donc, qui a quand même amassé pas mal de neige tout au long de la pente, est arrivée sur la pente du bas et a mis énormément de pression et a déclenché toute la pente. La seconde plaque fait toute la largeur du couloir. Rien ne lui résiste. Et celle-ci n'a pas été déclenchée directement par Xavier, mais par la première plaque. Vous avez une espèce d'enchaînement en cascade. Chaque petite avalanche ou moyenne avalanche, par la surcharge qu'elle crée quand elle se met en mouvement, va faire un effondrement qui va en déclencher une autre, dont l'écoulement va lui-même faire une surcharge qui va en déclencher une autre à côté, etc. Comme souvent, il n'y a pas une, mais plusieurs avalanches en même temps. Pour Xavier, plus d'échappatoire possible. Le surfeur disparaît de la vidéo, emporté par le flot de neige. Quand on imagine, quand on se fait prendre par des vagues à l'océan, quand on prend une grosse vague, on voit ce que ça fait. Là, il faut imaginer, c'est 2, 3, 10 vagues à la suite, dans un grand toboggan parfois. Et je me rappelle de me faire vraiment secouer comme une puce. Un coup, 2 coups, 3 coups, après je suis tombé inconscient. L'avalanche est gigantesque. Elle parcourt plus de 2 km. La cassure faisait plus de 100 mètres de large sur 2 mètres de haut, donc c'est des quantités de neige invraisemblables. Pour l'équipe dans l'hélicoptère, impossible de distinguer quoi que ce soit parmi les milliers de tonnes de neige qui sont brassées sur une surface aussi importante. C'est par miracle que Xavier est retrouvé en vie en bas de la pente. J'ai fini dans une vallée en bas où toute la neige s'accumule, où normalement on finit sous des mètres et des mètres de neige et jamais on vous retrouve jusqu'au printemps. C'est en descendant la pente qu'un skieur de l'équipe va trouver Xavier posé sur la neige sans presque aucune blessure. En temps normal, l'avalanche vous ensevelit peu à peu. C'est presque toujours le cas quand on est à ski. Et le risque est encore plus grand quand on a un snowboard. Le pire, c'est de se retrouver en snowboard dans une avalanche. Du moment où la neige, vous êtes chopé par la neige va appuyer sur le snow et ça fait ancre. Comme on dit, ça fait ancre, ça a tendance à vous tirer vers le fond. Pendant l'avalanche, la neige fait pression sur toutes les surfaces possibles. Et la surface d'un snowboard est beaucoup plus grande que celle d'une paire de skis. Les spécialistes considèrent que la pression peut alors atteindre 3 tonnes, comme si une camionnette remplie appuyait sur la planche. Alors pourquoi Xavier n'a-t-il pas été attiré vers le fond? Grâce à un sac à dos spécial, un sac à dos airbag. Lorsqu'on est pris dans une avalanche, c'est un sac à dos dans lequel on a une réserve d'air avec des coussins qui, lorsqu'on actionne cette réserve d'air, ce sont des coussins qui se gonflent et qui vous permettent d'être maintenus en surface. Rempli d'air, le sac airbag empêche la victime d'avalanche de s'enfoncer. Pour mieux le comprendre, voici l'exemple d'un accident survenu au champion de ski freeride, Aymar Navarro. Alors que toute la paroi se décroche là aussi en une énorme plaque, Aymar tente d'abord de skier sur la neige en mouvement. Soudain, j'ai remarqué une falaise de 2 ou 3 mètres de haut. C'est là que toute l'avalanche m'a rattrapé et m'a renversé. Comme Xavier, Aymar disparaît sous les nuages de neige en suspension dans l'air. Mais il va parvenir à rester en surface et finira par être retrouvé quelques minutes plus tard. Le sac gonflable y est pour beaucoup. Mais cependant, même équipé de cette technologie, tous les spécialistes s'accordent à dire que Xavier a eu une chance incroyable. Sortir indemne d'une avalanche, avoir été emporté sur un long trajet, ayant été enseveli à plusieurs reprises, relève du miracle. Xavier a effectivement eu beaucoup de chance de survivre à une avalanche aux proportions aussi importantes. Pourtant, contrairement aux idées reçues, la quantité de neige ne favorise pas forcément les avalanches. C'est même le contraire en ce qui concerne l'épaisseur du manteau neigeux. Car rappelez-vous, pour qu'une avalanche de plaques naisse,
il faut une forte différence de température entre la couche du dessus et celle du dessous. Si vous avez 10 degrés de différence de température entre la surface et la base avec un manteau neigeux de 2 mètres, bon, ça ne fait pas une grosse variation quand vous descendez. Par contre, si c'est 10 degrés de différence, vous les avez sur 50 cm, vous réalisez que ça fait une grosse différence. La température varie fortement dès que vous descendez un petit peu dans le manteau neigeux. Cette forte différence va donc accentuer l'instabilité du manteau neigeux. Mais pour qu'une avalanche parte, encore faut-il qu'elle soit déclenchée. Et c'est presque toujours l'homme qui est responsable. Nous avons des avalanches de plaques, et là c'est 90% donc, qui est fait par un déclenchement qui est fait par l'homme. 10% d'avalanches naturelles seulement. Et la plupart du temps dans des zones où l'homme n'est pas impacté. Pourtant, il arrive malheureusement que ces événements totalement naturels fassent aussi des victimes. Le 23 septembre 2012 au Népal, c'est à 6800 mètres d'altitude et en pleine nuit qu'une terrible avalanche s'abat sur un camp d'alpinistes. C'était comme un tremblement de terre ou un tsunami, une destruction totale. Une avalanche dans l'Himalaya, c'est la pire des choses que vous pouvez imaginer. Le bilan sera de 9 morts, dont 4 Français. Plus récemment, c'est en Italie, et plus précisément dans le massif montagneux des Apennins, dans la région des Abruzzes, qu'une terrible avalanche a frappé. C'était le 18 janvier 2017. Le bilan est dramatique. 29 morts, tous piégés dans un hôtel qui a été complètement enseveli et en partie rasé. La plus grande partie de la structure s'est écroulée. Les chambres, la cuisine et la réception. En plus, le tout a été recouvert par la neige. L'avalanche a été si violente que le bâtiment a été déplacé de plusieurs dizaines de mètres. Alors que s'est-il passé? Si l'enquête est encore en cours, la science donne des indications sur la puissance du choc. D'abord le contexte. En cette deuxième partie du mois de janvier, la région est bien enneigée et il est tombé à 1 mètre à 1,50 m de neige en 24 heures. Donc c'est des chutes de neige importantes, mais pas forcément extrêmes pour la région. Autre ingrédient indispensable pour une avalanche, la pente. L'avalanche a démarré presque au sommet du mont Siella, avec une pente entre 30 et 35 degrés. C'est à partir de cette inclinaison que le risque de départ est grand. Mais là encore, ça n'explique pas le déclenchement. Les scientifiques s'interrogent. Qu'est-ce qui a fait partir l'avalanche? Il y a beaucoup de questions en débat autour de cette avalanche et son mode de déclenchement, parce qu'au moment où s'est produit l'avalanche, on était dans une période de forte activité sismique. Le même jour, un séisme de magnitude 5,7 a fait trembler une bonne partie de l'Italie. L'épicentre se situant à Montereale, petit village à 150 km au nord-est de Rome et à environ 100 km du lieu de l'avalanche. Les deux catastrophes sont-elles liées? Il existe déjà des travaux de recherche sur le déclenchement des avalanches par les tremblements de terre. Je dirais que un pays comme le Japon est soumis à ce problème. Pourtant, même si la coïncidence est troublante, un élément remet en cause cette possibilité. Cet élément, c'est le temps. Le séisme a eu lieu un peu avant midi et l'avalanche à 17 h. Et ce décalage ne colle pas avec les connaissances scientifiques actuelles. Tous les modèles de déclenchement des avalanches sont indépendants du temps. Il n'y a pas d'effet du temps. C'est-à-dire qu'on suppose que quand la surcharge arrive, c'est instantané. L'avalanche part tout de suite. Au final, les précipitations de neige des semaines précédentes, même si elles n'étaient pas exceptionnelles, peuvent avoir créé un manteau neigeux instable et capable de partir en avalanche à la moindre surcharge. Enfin, sur quel type de support la neige s'est-elle accumulée? Pente rocheuse ou recouverte de forêts ou de pâturages? Les différents types de sols jouent aussi un rôle dans les départs d'avalanche. Une pente herbeuse avec de grandes herbes qui se couchent à la première couche de neige, c'est facilement compréhensible que ça fait un plan de glissement. Si l'herbe est pâturée, ça fait des petites aspérités dans lesquelles la neige va venir s'accrocher. Au niveau des rochers, c'est pareil. La neige va venir s'accrocher sur les bords, contre les rochers. Voilà pour les différentes théories sur les causes de départ de l'avalanche italienne de janvier 2017. Reste à savoir comment une catastrophe naturelle de ce type a pu atteindre une puissance suffisante pour déplacer un hôtel sur plusieurs dizaines de mètres. Pour répondre à cette question, les scientifiques travaillent sur la capacité de destruction du phénomène. C'est une question de physique. Les dégâts que peuvent subir des bâtiments dépendent de la pression avec laquelle l'avalanche
va frapper les constructions. Et cette pression peut être énorme. Les scientifiques la mesurent en kPa pour kilopascal. 1 kilopascal équivaut à une pression de 100 kg au mètre carré. Et même les avalanches moyennes ont une force impressionnante. Une avalanche, par exemple, pas forcément très importante, peut exercer des pressions de 30 kilopascal. Donc à peu près 10 fois la pression de 3 kilopascal qui est équivalente à un cyclone de 250 km/h. L'échelle de pression d'une avalanche se résume comme ceci. Une avalanche qui exerce une pression de 1 kilopascal peut briser du verre. Une de 30 kilopascal peut endommager des structures en bois. Une pression de 100 kilopascal peut déraciner des gros arbres. Et une de 1000 kilopascal détruit même du béton armé. 1000 kilopascal, soit 4 fois la puissance d'un cyclone, cela paraît énorme. Et pourtant, une pression aussi forte a déjà été mesurée dans une avalanche. Il faut imaginer, c'est comme si sur une table qui fait 1 mètre par 1 mètre, vous mettiez 20 éléphants les uns sur les autres. On comprend alors comment une avalanche a pu déplacer un bâtiment comme l'hôtel italien sur plusieurs dizaines de mètres. Le 18 janvier 2017, il ne faut que quelques secondes à l'avalanche pour détruire et ensevelir le bâtiment. Alors on doit d'abord creuser dans la neige, car il y en a jusqu'à 5 mètres de haut. On a même dû fabriquer une sorte d'ascenseur pour rejoindre le sommet du bâtiment. La pression exercée sur l'hôtel italien, c'est ce que les scientifiques appellent la pression d'impact. Et elle dépend de 2 éléments, la vitesse de déplacement de la neige et sa masse volumique, c'est-à-dire sa densité. La masse volumique de la neige, c'est son poids. Sur 1 mètre cube de neige, on va peser la neige et on va donc connaître sa masse volumique. Selon que la neige est sèche ou humide, sa masse volumique est très différente, de 100 à 600 kg au mètre cube. Pour un niveau de dégâts équivalent, plus la neige va vite, moins elle a besoin de peser lourd. Et c'est là que les scientifiques différencient plusieurs types d'avalanches pour élaborer leurs hypothèses. La première est celle des avalanches dites d'aérosols, quand les flocons de neige sèche sont en suspension dans l'air. C'est comme un grand nuage qui se propagerait le long de la pente, qui va grossir en se propageant s'il y a suffisamment de neige. Des particules de neige qui volent dans l'air, cela n'a l'air de rien, et pourtant cela peut être extrêmement dangereux. Ça a une grande puissance de destruction, l'effet de souffle de l'aérosol, qui peut être capable d'emporter des arbres, comme c'était le cas par exemple en Maroc en février 1999. L'hôtel italien a peut-être été dévasté par un phénomène semblable à celui qui a détruit le hameau de Montroc en France dans la nuit du 9 au 10 février 1999. À l'époque, un énorme nuage de neige avait détruit 14 chalets et tué 12 personnes. Comment la neige sous forme d'aérosol peut-elle être responsable d'un tel bilan? En fait, sa vitesse de déplacement qui dépasse les 300 km/h est explosive. L'avalanche pousse devant elle la masse d'air, puisqu'elle descend très très vite. Et donc c'est cette masse d'air qui est poussée à vive allure qui est très destructrice. Et là, c'est en l'occurrence beaucoup moins la neige qui est destructrice, c'est plutôt l'onde de choc créée par la masse de neige qui s'est mise en mouvement. Dans le cas des aérosols, la neige est très sèche et ne pèse presque rien. Mais c'est le déplacement d'air, l'onde de choc qui fait tout. Ou plutôt son arrêt quasi instantané quand elle rencontre un bâtiment. Une caractéristique de l'avalanche aérosol, c'est qu'elle va très vite. Donc quand elle va impacter un ouvrage, on va demander à l'avalanche tout d'un coup de passer de 300 km/h à 0 à l'impact avec l'ouvrage. Voilà pour la première hypothèse des scientifiques sur la nature de l'avalanche qui a frappé l'hôtel italien. La deuxième hypothèse, c'est une avalanche de neige dense. C'est ce que nous avons découvert avec les exemples des champions de freeride. Dans ce type d'avalanche, le manteau neigeux va glisser le long de la paroi sous forme de blocs plus ou moins gros. La coulée de neige humide va être destructrice du fait de son poids. En plus, la pression va continuer à s'exercer jusqu'à la fin de l'avalanche, la neige continuant à s'accumuler contre le bâtiment. Enfin, la dernière hypothèse des chercheurs est la plus dévastatrice, celle d'une avalanche qui mélangerait aérosol et neige lourde, cumulant ainsi les pouvoirs destructeurs des deux.
Donc là, on serait quelque chose en termes de dégâts qui serait intermédiaire entre l'avalanche d'eau poudreuse qui déplace des bâtiments, qui les arrache par l'effet de souffle, et les avalanches de neige humide qui sont encore plus denses, qui sont beaucoup plus denses, plus lentes, mais qui sont capables également de déplacer, détruire des bâtiments, parce que bien que la vitesse soit modérée, elles ont une telle masse, une telle densité qu'elles travaillent comme un bulldozer, elles poussent tout ce qui est devant eux. Voilà les différentes hypothèses pour expliquer la violence de l'avalanche qui a emporté l'hôtel italien. Et ce n'est pas tout. L'avalanche, si elle est assez puissante, peut aussi se nourrir de ce qu'elle arrache sur son chemin, ce qui la rend encore plus violente. Une avalanche, donc selon sa force, clairement, elle peut effectivement couper les arbres, les arracher, elle peut emmener effectivement des rochers s'il y en a, ça c'est une possibilité. Mais en plus des arbres qui arrivent dans l'avalanche, c'est quelque chose qui va éventrer facilement un bâtiment. Contrairement aux idées reçues, une forêt ne va donc pas forcément freiner une avalanche. À l'inverse, comme dans le cas du drame italien, elle va la rendre encore plus destructrice. Vitesse, masse, transport de tout ce qui se trouve sur leur chemin, les flots de neige semblent impossibles à arrêter. Sur le versant du mont Siella, dans les Abruzzes en Italie, c'est après avoir parcouru 700 mètres que l'avalanche frappe l'hôtel. D'après les premières études, 50 000 tonnes de neige gorgées d'arbres se déplaçant à une vitesse de 100 km/h s'abattent sur la structure. Sous la violence du choc, l'hôtel s'écroule en partie et le reste recule de plusieurs dizaines de mètres. Quand l'avalanche s'arrête, le tout est enseveli sous 5 mètres de neige compacte. Quand l'avalanche est arrivée, on s'est retrouvé avec le plafond à 50 cm au-dessus de nos têtes. On était entouré de glace, mais devant nous, il y avait un peu d'espace. J'ai dû dégager à la main un trou d'environ 1 mètre de profondeur. Sur les 40 personnes présentes, 2 étaient à l'extérieur au moment du drame et parviennent à appeler les sauveteurs. Mais les conditions météorologiques et la quantité énorme de neige empêchent l'arrivée immédiate des véhicules de secours. Et ce n'est que le lendemain que 200 secouristes arrivent sur place. Le travail commence, mais la situation le rend très difficile. À l'intérieur, les survivants sont coincés dans le froid et le noir depuis près de 24 heures. Mais heureusement, le fait d'être dans un bâtiment augmente leurs chances de survie. Et nous, on travaille très souvent sur des avalanches. Mais ici, c'est très différent des avalanches traditionnelles. Les victimes peuvent survivre beaucoup plus longtemps. La neige a laissé des espaces libres pour les gens, et même des petites poches d'oxygène. Le manque d'oxygène représente 80% des causes de mortalité pendant une avalanche. C'est ce que les scientifiques appellent l'hypoxie. Enseveli dans la neige, il est presque impossible de respirer, à moins d'avoir une poche d'air. Et le pronostic vital est très vite engagé. En absence de poche, l'hypoxie arrive de façon très rapide. Les lésions cérébrales s'installent très rapidement en absence d'oxygène. C'est une question de minutes. En 30-40 minutes, on aboutit à l'arrêt cardiaque. Dans l'hôtel, il y a de nombreuses pièces qui n'ont pas été envahies par la neige et qui permettent aux rares survivants de respirer. Au final, le bilan est très lourd. Sur les 40 personnes présentes, seules 11 personnes seront sauvées. Les ruines du bâtiment les ont protégées de l'écrasement et de l'hypoxie. Que ce soit les freeriders loin des sentiers battus ou des vacanciers dans des bâtiments, les avalanches semblent donc frapper partout. Quand on regarde les images d'avalanche, quand on voit comme ça peut avancer, les masses qui en mouvement plus ou moins rapide, on conçoit que ça peut effectivement facilement écraser des bâtiments, détruire des murs, exploser des maisons. Il existe cependant des endroits dans les montagnes où elles sont devenues très rares. Les stations de ski. Elles ne représentent que 10% des cas recensés. Les domaines skiables bénéficient des modes de prévention mis en place par les scientifiques. Ils se classent en 2 types. La première, c'est la prévention passive. Elle consiste à tenter d'empêcher les avalanches de se déclencher. On va chercher à lutter contre l'avalanche en empêchant son départ dans la zone de départ des avalanches par des ouvrages qui vont retenir le manteau neigeux. Donc on utilise des râteliers, des clés, des filets par avalanche qui vont retenir le manteau neigeux et l'empêcher de partir. Le deuxième type de prévention, c'est la prévention active. Il s'agit de déclencher volontairement les avalanches avec de l'explosif, là où elles sont susceptibles de démarrer. Pour déterminer ces zones et les risques, les scientifiques disposent de l'historique des avalanches. Ils font aussi des mesures quotidiennes dans le manteau neigeux pour vérifier à quel point il est instable. Et quand le risque est trop grand,
il faut faire partir les avalanches qui menacent avant l'ouverture des pistes. Les endroits où le risque est présent chaque année sont même équipés de systèmes fixes qui permettent de déclencher une explosion à distance. Le but, c'est de limiter les risques pour les professionnels chargés des déclenchements. Quand on va déclencher, on se déplace forcément puisqu'on va faire des déclenchements dans un milieu qui est instable avec tous les risques liés aux avalanches parce qu'eux-mêmes peuvent partir dans une avalanche. Le souci, c'est que toutes les zones ne sont pas équipées de systèmes de déclenchement à distance. Les pisteurs secouristes sont alors obligés d'aller provoquer l'avalanche eux-mêmes. On va jeter de la dynamite, un produit explosif qui va exploser le plus possible en surface du manteau neigeux pour le fragiliser. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile, et parfois dangereux. Luc Nicolino en sait quelque chose. Aujourd'hui directeur de la sécurité des pistes de la Plagne, il a été emporté par une avalanche. C'était à la fin des années 80, à l'époque qu'il était pisteur. Et il intervenait sur une zone qu'il connaissait particulièrement bien. La pente, elle a été skiée toute la semaine d'avant. Et puis c'est pour moi parce que je suis passé à l'endroit où il y avait une zone fragile, où il y a peut-être eu un écart aussi de température avec les jours précédents. La pente en question se situe à la Plagne, sur les versants du sommet de Belle-Côte. Une zone quasi plate au-dessus d'une barre rocheuse de 20 mètres et qui surplombe une piste. Il faisait beau et on avait programmé cette ouverture de ce secteur excentré éventuellement le lendemain. Et puis comme tout s'est très très bien passé, que dans une grande décontraction, dans une grande euphorie, on a passé un coup de radio, on a appelé tout le monde, on a dit on se retrouve, on va y aller tout de suite. Les conditions sont tellement bonnes que pour gagner du temps, Jean-Louis et son équipe décident d'intervenir sans utiliser d'explosifs. Ce jour-là, au lieu de tirer couloir par couloir avec des explosifs, on a déclenché à ski, découpé. En fait, quand on passe à ski au sommet du couloir, on découpe le manteau neigeux et ça provoque une avalanche. Nous l'avons vu avec l'exemple de Xavier Delerue. Quand le manteau neigeux est composé de plusieurs couches hétérogènes, la surcharge apportée par une personne passant au-dessus va mettre en mouvement la couche fragile. Celle-ci, constituée d'une neige en forme de millions de petites billes, va entraîner la couche supérieure, une plaque de neige qui a plus de cohésion. Pour les pisteurs, l'exercice est particulièrement délicat, car il s'agit de passer juste au-dessus du point de départ de l'avalanche sans être emporté par elle. Cela semble très dangereux. Pourtant, à l'époque, cela se faisait souvent. Il restait 2 côtés à traiter. Et on se voit parce que c'est une espèce de cirque. On se voit, moi j'étais de l'autre côté, je surveillais. On se surveille tout le temps comme ça. Quand on fait ce genre de travail, on regarde ce qui arrive aux autres, ce qui arrive pas aux autres. Je m'arrête pour que mon collègue me rejoigne. Et tout d'un coup, je vois toute la pente se fendre au-dessus de moi, une centaine de mètres au-dessus de moi, sur toute la largeur. Et puis à un moment, il y a tout qui part. Incroyable. L'avalanche ne part pas au niveau de Luc, mais au-dessus de lui. Comment est-ce possible? En fait, c'est dû à la plaque qui est au-dessus de la couche fragile. Si elle a une cohésion assez grande, elle peut ne pas craquer là où est le skieur, c'est-à-dire là où la pression est la plus forte. Mais elle transmet ailleurs cette pression, sous la forme d'une onde. C'est-à-dire que le surpoids, la surcharge qu'on va mettre à un endroit, cette plaque cohésive, peut se propager jusqu'à un point où on va trouver une zone beaucoup plus fragile que la zone qu'on a sous nos pieds. Cette zone est appelée super fragile par les scientifiques. Et si elle est à quelques mètres au-dessus de la personne, il est presque impossible d'échapper à l'avalanche, comme dans le cas de Luc. Et le pire, c'est que juste en dessous de lui, il y avait des barres rocheuses. Luc a donc été entraîné très vite dans ces petites barres rocheuses, passé sur un couloir, on aurait dit un gymnaste qui fait du tumbling. C'était la tête, les pieds, la tête, les pieds, la tête, les pieds. Dans de telles circonstances, les victimes d'avalanche s'en sortent rarement, ou au mieux subissent des lésions extrêmement graves. Les victimes des avalanches sont emportées par leur coulée, sautent des barres rocheuses, parcourent des grandes distances, sont littéralement malaxées dans ces coulées de neige. Il y a des phénomènes de compression par des gros blocs de glace. Luc continue sa course pour finir par s'arrêter quelques centaines de mètres plus tard. Et miracle, sa seule blessure est une entorse au genou. Alors comment a-t-il pu s'en sortir après avoir sauté une barre rocheuse de 20 mètres, la hauteur d'un immeuble de 7 étages? C'est en fait la neige qui devait le tuer qui a sauvé la vie de Luc.
La neige étant un mélange de glace et d'air, eh ben, ça fait un bon amortisseur, un gros matelas donc qui amortit ce choc dans la pente une fois la barre rocheuse sautée. La neige est composée d'eau sous forme solide et d'air. C'est ce qui en fait une matière souple, comme une éponge. Et cette matière absorbe une grande partie de la violence des chocs. La décélération, pour passer de votre vitesse de chute, 100 km/h ou plus, à 0, comme elle se fait sur 1 mètre de distance, eh ben, ça fait une décélération moins forte et ça, le corps humain est capable de la supporter. Sauvé par la quantité de neige, Luc accumule les coups de chance, car à la fin de l'avalanche, il n'est que partiellement enseveli. Quand on est pris dans l'avalanche, c'est un coup dessus, un coup dessous, et on ne sait plus très bien où on se situe. Et la grande chance de Luc, c'est qu'au moment de l'arrêt d'avalanche, il avait la tête qui était à l'air libre. Bien sûr, avoir la tête au-dessus de la surface de la neige permet de respirer. Mais même dans ces conditions, les dégâts corporels peuvent être énormes, rien qu'avec la pression de la neige. Quand la masse de neige s'arrête, en quelques dizaines de secondes, la neige prend vraiment comme un plâtre ou comme un gel instantané, quoi, et là, vous êtes prisonnier, comme emmuré, quoi, et impossible de bouger, même le petit doigt. Nous l'avons vu, une avalanche ne s'arrête pas d'un seul coup. Quand la victime se retrouve à l'arrêt, la neige qui arrive derrière continue à pousser et ainsi compresse le manteau neigeux pour le rendre très compact. Heureusement pour Luc, ce jour-là, la pression de la neige n'était pas trop forte et ses collègues ont pu le dégager en quelques instants. L'organisation mise en place en France au niveau de la prévention et des secours a permis de fortement diminuer les risques, particulièrement sur les pistes des stations de ski. Le nombre de morts dans les avalanches stagne à environ 30 par an depuis les années 80, alors qu'il y a beaucoup plus de skieurs. La prévention et les mesures de sécurité semblent donc avoir porté leurs fruits. Une réussite, mais qui ne doit pas faire oublier les dangers que continue de représenter la montagne. Tant qu'il y aura de la pente, de la neige, il y aura des avalanches. Il y aura des avalanches, il faut en être conscient. Et lorsqu'on a oublié ça, eh bien, là, ça devient très dangereux. Les avalanches, elles peuvent atteindre la vitesse d'un TGV. Elles peuvent développer la puissance d'un bulldozer. Sous forme de nuages de poudre ou de coulées si denses qu'on dirait de la lave blanche, elles sont dangereuses tant pour les skieurs que pour les bâtiments. Grâce à la science, on arrive mieux aujourd'hui à se protéger des avalanches. Les spécialistes ont mis des systèmes en place pour les retenir au départ ou au contraire pour les faire tomber avant qu'elles ne menacent qui que ce soit. Mais malgré ces outils, nous n'avons trouvé aucun moyen pour empêcher ces avalanches. C'est comme une ceinture de sécurité dans la voiture, elle va permettre de ne pas traverser le pare-brise, mais elle ne va pas empêcher l'accident. Donc tous ces appareils sont indispensables pour avoir une chance d'être ressortis vivants, ou en tout cas retrouver les gens sous l'avalanche, mais n'ont jamais empêché une avalanche de partir. Peut-on alors prévoir les avalanches, savoir où et quand elles vont nous menacer? Aujourd'hui, les spécialistes arrivent à préciser les zones à risque. La technique combine deux aspects. Tout d'abord, la comparaison systématique des données météorologiques avec celles d'avalanches connues. Si ces données correspondent sur une zone comparable, alors le risque est maximum. L'autre source d'information, c'est la nivologie qui étudie la forme des grains dans le manteau neigeux. Elle permet de repérer les fameux gobelets qui donnent une bonne indication des risques d'avalanche. Mais si la nivologie est particulièrement efficace, impossible d'étudier toutes les pentes enneigées potentiellement dangereuses. Chaque situation est un cas particulier, je dirais. On n'a jamais deux chutes de neige identiques dans la saison, ni même sur 20 ans. Bien sûr, les stations de ski sont aujourd'hui particulièrement surveillées et ne subissent quasiment plus d'avalanches meurtrières. Mais dans la montagne, le risque zéro n'existe pas. Alors qu'en sera-t-il demain? Le réchauffement climatique va-t-il faire disparaître les avalanches? Le risque d'avalanche naturelle, globalement, devrait diminuer avec le réchauffement climatique. On le comprend bien, c'est simplement parce que l'enneigement va diminuer. Cette diminution, d'ailleurs, peut être assez importante, puisque dans les projections pour la fin du siècle, elle pourrait être réduite jusqu'à 80%. La fonte des neiges est déjà enclenchée. Les scientifiques peuvent déjà la constater. Si en 2050, les avalanches ne seront sans doute réservées qu'au plus haut sommet, que va-t-il se passer d'ici là? Déjà, les études menées depuis les années 70 montrent que les avalanches d'aérosols composées de neige plus froide et sèche
sont de moins en moins nombreuses, et donc que le pourcentage d'avalanches plus denses et humides augmente. Nous avons vu que le froid entraîne la condensation. Le gaz devient liquide, puis solide. Avec la chaleur, c'est l'inverse. Le solide, c'est-à-dire la neige, devient liquide sous forme d'eau. Ce phénomène est à l'origine d'un type d'avalanche qui existe déjà et qui pourrait bientôt se généraliser pendant l'hiver. Les avalanches de printemps. Cette eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couler dans le manteau neigeux et en fonction des différentes couches qu'elle atteint, elle va déstabiliser ces différentes couches. Rappelez-vous les avalanches de plaques. Une couche fragile constituée de grains de neige sous la forme de millions de billes fait partir une plaque juste au-dessus d'elle. La différence avec les avalanches de neige humide, c'est que l'eau qui peut descendre jusqu'au sol peut faire partir non seulement la plaque, mais toute l'épaisseur du manteau neigeux. Ces avalanches très lentes sont extrêmement denses et contiennent d'énormes volumes de neige. Et potentiellement, ça peut être des phénomènes dangereux puisque c'est une neige qui est plus lourde, donc qui potentiellement pourrait provoquer davantage de dégâts. Dans tous les cas, ce dont les scientifiques ont la certitude, c'est que si la diminution de la quantité de neige limitera à terme le nombre d'avalanches, ce n'est pas pour autant une bonne nouvelle. Et notamment à cause d'un phénomène méconnu. La couleur blanche de la neige réfléchit les rayons du soleil en les renvoyant dans l'espace. Elle limite donc le réchauffement de notre planète. Moins il y aura de neige, plus ce réchauffement risque de s'accélérer. Au point, qui sait, de nous faire regretter un jour ces forces de la nature.